Il a juré de ne plus jamais trembler. Et ce serment a fait de lui un monstre. Avant qu'il ne soit appelé l'Empaleur, avant que la peur ne devienne son arme, Vlad III n'était qu'un enfant. Un prince né dans un monde de trahison et de serments fragiles, là où la loyauté se mesurait en or et en sang. Son père, Vlad II Dracul, gouvernait la Valachie, une petite principauté coincée entre deux géants. Au nord, la Hongrie, au sud, l'Empire ottoman. Deux puissants ennemis qui exigeaient des alliances et des sacrifices. Pour maintenir la paix, Vlad Dracul fit un choix lourd. Il jura fidélité au sultan ottoman, Mehmet I, et offrit deux de ses fils en gage de loyauté, Vlad et son jeune frère Radu. Ils avaient à peine 10 et 7 ans. Les enfants furent envoyés à Edirné, capitale de l'Empire, pas comme invités, comme otages politiques. Un message silencieux adressé à leur père. S'il nous trahit, il perdra ses fils. Dans les couloirs de marbre et les geôles d'Edirné, le jeune Vlad découvre un autre monde. Un monde discipliné, impitoyable, où la peur est un outil et la douleur une leçon. Les chroniqueurs racontent qu'il y fut instruit par des maîtres turcs. Lecture, stratégie, diplomatie et la guerre. Mais cette éducation avait un prix, l'humiliation. Vlad ne pliait pas. Son frère Radu s'adaptait. Il apprit la langue du sultan, adopta sa foi, gagna leur faveur. Mais Vlad resta distant, farouche, défiant. Les coups pleuvaient, les moqueries aussi, mais il ne cédait jamais. Les années de captivité laissèrent des cicatrices invisibles. Chaque prière devint une promesse. Un jour, je ne serai plus celui qu'on brise, je serai celui qu'on craint. Et lorsque des années plus tard, des nouvelles sombres lui parvinrent de Valachie, son père trahi, assassiné, son frère Mircea torturé, enterré vivant par les boyards, la haine jusque-là silencieuse se transforma en fer. Les Ottomans finirent par le libérer, pensant faire de lui un allié docile. Mais il ne rendait pas un prisonnier, il relâchait un héritier façonné par la peur. Quand Vlad quitta Edirné, il ne se retourna pas. Il laissa derrière lui l'enfant captif et emporta avec lui le souvenir de tout ce qu'on lui avait pris. Parce que dans les donjons du sultan, un otage venait de mourir et un roi venait de naître. Et ce roi, en revenant sur la terre de ses ancêtres, allait rappeler au monde que même les enfants qu'on enchaîne finissent un jour par faire trembler leur maître. Lorsque Vlad III revient en Valachie, vers le milieu du XVe siècle, il ne retrouve pas un royaume, il retrouve un champ de ruines. Son père, Vlad II Dracul, a été assassiné par les nobles valachiens, les boyards, avec le soutien tacite des Hongrois. Son frère aîné, Mircea, capturé, aurait été enterré vivant, les yeux brûlés, pour éviter qu'il ne puisse jamais régner. Et son frère cadet Radu est resté du côté des Turcs, qu'il a fini par servir. La Valachie, elle, est au bord de l'effondrement. Les boyards se déchirent entre les Ottomans et le royaume de Hongrie. Le pays change de prince presque chaque année. Chaque trône dure le temps d'une trahison. C'est dans ce chaos que Vlad revient, après des années passées entre captivité et intrigues politiques. Il a grandi parmi ses ennemis, appris leur langue, observé leurs méthodes. Et il sait comment ils pensent, comment ils menacent, comment ils corrompent. Et il sait qu'en Valachie, le pouvoir ne se prend pas, il se garde par la terreur. Avec l'aide du roi de Hongrie, Ladislas V, et du puissant régent Jean Hunyadi, Vlad obtient des troupes, pas une armée immense, mais assez pour renverser son rival, Vladislav II, un prince soutenu par les Turcs. En 1456, Vlad III prend Targovište, capitale du pays, et s'empare du trône. Il a 25 ans. Mais le jeune prince ne trouve pas un peuple prêt à le suivre. La noblesse le méprise, les paysans se méfient, les Turcs menacent de revenir. Vlad comprend vite qu'il doit reconstruire un royaume où la peur sera sa seule armée. Alors il impose l'ordre par la main de fer. Les boyards accusés d'avoir trahi son père sont exécutés, certains pendus, d'autres impalés, non pas pour plaisir, mais par conviction. Pour lui, la trahison mérite une mort visible, publique, exemplaire. Les chroniques allemandes du XVe siècle rapportent qu'il fit impaler des nobles dès sa prise de pouvoir. D'autres sources racontent qu'il força les survivants à travailler à la reconstruction de la forteresse de Ponary, qu'il voulait rebâtir sur une montagne inaccessible. 2 semaines d'efforts sous le soleil, sans répit, sans pitié,
et beaucoup moururent avant d'atteindre la fin. Ce n'était pas une vengeance de sang, c'était une vengeance de symbole. Reprendre la pierre même qu'ils avaient abandonnée. Sous son règne, la peur se répand, mais la stabilité aussi. Les routes deviennent sûres, les bandits sont exécutés, et le commerce renaît. Les paysans disent que le prince fait régner la justice même si elle est cruelle. On raconte qu'il fit placer une coupe d'or au centre d'une fontaine publique, et qu'aucun homme n'osa la voler. Un seul voleur aurait été impalé, un seul, pour que plus personne ne n'oublie. C'est à ce moment-là que le nom Tépêche se répand, l'empaleur, un nom qui n'est pas un surnom, mais un avertissement. Aux frontières, les Turcs observent. Ils voient ce jeune prince grandir trop vite, reprendre un royaume qu'ils pensaient perdu, et refuser de leur payer le tribut imposé à ses prédécesseurs. Vlad, lui, ne plie pas. Il envoie une lettre à ses ennemis jurant qu'il ne servira plus jamais personne, ni le sultan, ni les boyards, ni aucun empire. Et dans cette fierté se cache déjà le germe de sa chute. Car la vengeance, une fois satisfaite, cherche toujours un nouveau visage à haïr. Et pour Vlad, ce visage sera celui du sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, et bientôt son pire ennemi. Au milieu du XVe siècle, l'Europe tremble. L'Empire ottoman, mené par le jeune sultan Mehmed II, vient de frapper un coup que nul n'oubliera. La chute de Constantinople, en 1453. Rome a perdu sa sœur orientale, et les armées turques avancent désormais vers les Balkans. Pour les petits royaumes comme la Valachie, la menace est claire, se soumettre ou disparaître. Mais Vlad III Tiepes n'a rien d'un vassal docile. Il connaît la cruauté des Turcs, il a vu leur prison, entendu leurs prières, subi leur discipline. Il sait qu'on ne négocie pas avec un empire pareil. Alors il refuse. Chaque année, les princes valachiens devaient payer un tribut au sultan, de l'or, du bétail, et parfois des enfants destinés aux janissaires, ces soldats esclaves qui formaient le cœur de l'armée ottomane. Vlad décide de briser cette tradition. Il cesse de payer. Un affront, un défi et une déclaration de guerre. Les premiers affrontements ont lieu dans le silence des forêts. Vlad applique les tactiques qu'il a apprises dans sa jeunesse, la ruse, la peur et la terre brûlée. Ses troupes ne combattent pas en bataille rangée, elles frappent le nuit, incendient les camps, empoisonnent les puits, puis elles disparaissent dans les montagnes. Les Turcs appellent cela la guerre du diable. Ils disent que Vlad combat comme un bête. Les chroniqueurs racontent que, en 1462, lorsque Mehmed II lance une campagne massive contre la Valachie, Vlad répond avec un message qu'aucun empereur n'oublierait. Quand l'avant-garde ottomane arrive près de la ville de Targovishte, elle ne trouve ni résistance, ni habitants, ni armée. Seulement le silence. Et devant les portes de la capitale, une vision impossible. Une forêt entière de pieux, des milliers d'hommes impalés, hauts de plusieurs mètres, alignés en rang parfait, balancés par le vent. Certains disent 10 000, d'autres 20. Les chroniqueurs allemands, horrifiés, parleront de l'œuvre d'un démon. Mais pour Vlad, c'est un message, une réponse au sultan. Voilà ce qui attend ceux qui envahissent ma terre. Les Turcs, terrorisés, reculent. Même Mehmed II, selon certains témoins, aurait recouvert son visage pour ne pas voir la scène. La puanteur, le silence et la précision du massacre frappent l'imaginaire du monde entier. Cette vision fera de Vlad une légende, mais aussi un monstre. Car dans cette forêt de mort, certains ne voient plus un roi défendant sa patrie, mais un homme consumé par la vengeance, incapable de distinguer la justice du châtiment. Sous son règne, la frontière devient un champ de feu. Les villages brûlés se succèdent. Les Turcs reculent, mais la Valachie s'épuise. Les alliances se fissurent, et les boyards, toujours divisés, commencent à murmurer. Ils disent que le prince a perdu la raison, qu'il impale pour punir, mais aussi pour exister. Ceux qui doutent disparaissent, et bientôt, le royaume n'a plus qu'une seule voix, la sienne. Mais même les rois de la peur finissent par rencontrer une peur plus grande qu'eux-mêmes. Les Ottomans reviendront, les nobles trahiront, et le prince, jadis bourreau, découvrira à nouveau le goût des chaînes. Après l'horreur de Targovishte, le nom de Vlad Tepes résonne jusqu'à Constantinople. Le sultan Mehmed II n'a pas oublié l'affront, mais le roi de Hongrie non plus, car en refusant le tribut aux Turcs, Vlad a rompu un équilibre fragile. Son courage l'a isolé. Les Ottomans le considèrent comme un rebelle,
les Hongrois comme un danger politique, et au milieu de ces géants, le petit royaume de Valachie n'a plus d'alliés. L'année 1462 marque le début de la fin. Mehmed II mobilise une armée colossale, plus de 100 000 hommes, des milliers de cavaliers, et un de ses meilleurs atouts, Radu le Beau, le frère cadet de Vlad, resté fidèle à l'Empire ottoman. Ce choix n'est pas anodin. Radu connaît la langue, les terres, les gens. Il n'a pas besoin de vaincre son frère par la force. Il veut le vaincre par l'image. Pendant que les troupes ottomanes envahissent la Valachie, Radu promet aux boyards la clémence et la richesse. Il promet aux paysans la paix. Et lentement, ceux qui craignent Vlad se tournent vers son frère. Dans les forêts, Vlad mène la résistance. Les chroniques hongroises racontent qu'il lança une série d'attaques nocturnes, piégeant des bataillons entiers dans les marais, faisant croire à ses ennemis que les morts eux-mêmes revenaient combattre. Cette guerre de l'ombre épuisait les Ottomans, mais elle épuisait aussi la Valachie. Puis une nuit de juin 1462, Vlad tente un dernier coup, l'attaque de nuit de Ottoman Camp. Son objectif, atteindre la tente du sultan et le tuer lui-même. Sous la lune, il traverse les lunes ennemies avec quelques centaines d'hommes. Le plan est audacieux, mais la confusion, la fatigue et la trahison font échouer l'assaut. Le sultan survit, et Vlad perd tout. Quelques semaines plus tard, il doit fuir au nord. Radu, soutenu par Mehmet, prend le trône de Valachie. Vlad cherche refuge en Transylvanie, auprès du roi Mathias Corvin de Hongrie, espérant trouver un soutien contre les Ottomans. Mais il n'y trouve qu'un piège. Les diplomates turcs diffusent des fausses lettres, attribuées à Vlad, dans lesquelles il promettrait sa loyauté au sultan. Mathias Corvin y voit une opportunité politique. Il fait arrêter Vlad pour trahison. Le prince qui empalait ses ennemis se retrouve cette fois derrière les barreaux. Ironie du destin. L'homme qui voulait briser les chaînes les retrouve à ses poignets. Il sera emprisonné près de Budapest, puis dans la forteresse de Visegrad pendant plus de 10 ans. Les documents de cour mentionnent son emprisonnement, mais jamais de procès. Vlad devient un fantôme politique, ni condamné, ni libéré. Durant ces années, l'Europe découvre son nom à travers des pamphlets allemands. Des gravures le montrent festoyant au milieu des corps empalés, buveur de sang, tortionnaire, démon. Les imprimeurs répandent ces récits dans tout le continent, et la légende du monstre commence à remplacer celle du prince. Pendant ce temps, en Valachie, Radu règne sous la bannière du sultan, mais son pouvoir s'effondre vite. Les Turcs ne l'aiment pas, les boyards le méprisent, et le peuple se souvient encore de celui qu'ils appelaient le juste dans la peur. En 1475, après 13 ans de silence, Vlad Tepes est libéré par le roi Mathias. Peut-être par intérêt, peut-être par nécessité, les Turcs menacent à nouveau la frontière, et même les plus prudents savent que seul un homme comme Vlad peut les arrêter. Alors il revient une dernière fois, pas en conquérant, en survivant. Il reprend le trône pour quelques mois, rassemble ce qu'il reste de soldats et affronte encore les Ottomans. Mais cette fois, la chance ne le suit plus. Les chroniques racontent qu'il aurait été tué en 1476, près de Bucarest, en combat. Sa tête fut tranchée et envoyée à Mehmed II, planté sur une pique à Constantinople. Le corps, lui, aurait été enterré au monastère de Snagov. Mais aucune tombe n'a jamais été retrouvée. La mort n'a pas mis fin à son histoire. Elle l'a commencé. Les chroniqueurs allemands ont fait de Vlad un démon. Les poètes, un monstre, et les siècles ont transformé son nom en mythe. De Vlad Tepes, le prince de Valachie, est né Vlad Dracula, un mot dérivé de Dracul, le dragon, titre de son père au sein de l'ordre chrétien du même nom. Mais dans la langue du peuple, Dracul prit un autre sens. Le diable. Et c'est ainsi que l'histoire d'un homme qui voulait défendre sa terre devint l'histoire d'un être maudit. Les écrivains du XIXe siècle, comme Bram Stoker, transformèrent le prince en vampire immortel, buveur de sang, assoiffé de vengeance éternelle. Mais la vérité, elle, reste simple. Vlad n'était pas un démon. Il était le produit d'un monde sans pitié, où la peur était l'unique loi. Aujourd'hui encore, son nom flotte entre la réalité et la légende, entre la justice et la folie. Et quand l'histoire murmure le mot Dracula, elle parle encore de lui. Moi, je ne dis pas qu'il était bon, ni qu'il était mauvais. Je dis juste que
il a marqué l'histoire à sa manière. Si cette histoire t'a plu, prends quelques secondes pour liker la vidéo. Abonne-toi aussi, parce que d'autres destins comme celui-là t'attendent ici. Des rois, des traîtres, des génies, des monstres, tous ont une histoire. Et moi, je ne fais qu'une chose, je te la raconte. Alors, active la cloche, partage la vidéo et prépare-toi pour la prochaine légende.